Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet événement organisé par Euromatch Grand Est et l'Université de Strasbourg, et en partenariat avec le PROA Grand Est, l'agence qualité construction. Cet événement est organisé dans le cadre des journées d'architecture. Je m'appelle Yassine Benzerabi, je suis chargé de mission de retour d'expérience pour le centre de ressources Euromatch Grand Est. C'est un centre de ressources qui a pour but de sensibiliser, informer, donner des outils aux professionnels du bâtiment pour les sensibiliser autour des thématiques du bâtiment et des aménagements durables. Nous sommes plusieurs équipes réparties sur l'ensemble des territoires des anciennes régions. Avant de commencer, quelques points par rapport au contexte actuel. Ces dernières années, il y a eu pas mal d'évolutions réglementaires par rapport au décret tertiaire, par rapport à la qualité de l'air intérieur, le décret PAX, la sortie de la réglementation environnementale 2020, pas mal de choses par rapport à la rénovation. Du coup, l'ensemble des acteurs des professionnels du bâtiment et notamment les maîtres d'ouvrage peuvent naturellement se poser pas mal de questions par rapport à la gestion de leur patrimoine, par rapport aux consommations énergétiques, l'évolution des coûts, les coûts d'usage, coûts global, mais aussi coûts énergétiques, des questions par rapport à la durabilité, la maintenance des systèmes mis en place, ou pour des rénovations, pour améliorer le confort, l'usage. Pas mal de sujets autour des risques climatiques, et notamment le retour d'expérience qu'on a réalisé a permis de mettre le point sur pas mal d'éléments qui ne sont pas encore à jour, qui ne sont pas encore sur le viseur de l'ensemble des acteurs, notamment le confort d'été et l'inondation. Des questions par rapport à des objectifs pour mettre en place les énergies renouvelables, pour les gérer, pour améliorer son bilan carbone, notamment l'inclusion des matériaux biosourcés. Des questions autour de la biodiversité, son évolution, et pas mal de questions qui viennent derrière sur la gestion de l'eau, des sols, des végétations. Et donc il y a pas mal de choses à apprendre, à faire évoluer, et qui se passent dans des temps assez courts. Et donc vient la question de la formation, de la montée en compétences et de l'accompagnement, de se faire accompagner ou de monter en compétences en interne. Toutes ces questions-là, ainsi que des questions financières par rapport aux aides et par rapport aux réglementations de la taxonomie, par exemple, qui a été lancée début de cette année, vient la question de quelle stratégie choisir en tant que maître d'ouvrage ou en tant qu'acteur professionnel du bâtiment, proposant des solutions ou accompagnant les maîtres d'ouvrage pour gérer leur patrimoine. Dans ce sens, on a lancé cette série de conférences stratégie du patrimoine. On commence aujourd'hui par l'Université de Strasbourg qui va nous présenter, il y a avec nous Alexia Martin et Nicolas Matt qui vont nous présenter leur patrimoine, leur stratégie de rénovation. Et on va ensuite visiter 2 des 3 opérations proposées selon les couleurs qu'on nous a attribuées lors de l'arrivée. D'autres maîtres d'ouvrage vont venir et présenter leur stratégie comme aujourd'hui. Prochainement, le 16 janvier, la région Grand Est. D'autres maîtres d'ouvrage et collectivités sont en cours de validation et seront présents en 2024. Donc là, on va commencer par la présentation. Avant 15 h, on va devoir partir pour commencer les visites des bâtiments. Et on sera accompagné à chaque fois par le maître d'ouvrage, l'architecte XO Architecture et Solaris Bowen. Voilà. Merci pour votre présence, merci aux intervenants d'être avec nous aujourd'hui et aux partenaires pour l'organisation de cet événement. Et je laisse la parole à l'Université de Strasbourg. Je me présente Alexia Martin, je suis responsable du département Grand Projet à l'Université de Strasbourg. Et donc je suis accompagnée aujourd'hui de Nicolas Matt. Bonjour, merci Alexia. Donc, je suis Nicolas Matt, je suis le vice-président patrimoine de l'Université de Strasbourg.
Et j'en profite pour saluer bien évidemment la direction du patrimoine immobilier qui est bien représentée aujourd'hui, évidemment, tous les partenaires institutionnels qui nous permettent de faire l'université au quotidien, vous les professionnels, et bien sûr mon ancien et éminent et émérite collègue, le professeur Yves Larmet, qui a été le vice-président patrimoine emblématique de l'Université Louis Pasteur et de l'Université de Strasbourg pendant, allez, on va pas chipoter sur les virgules, pendant à peu près 15 ans. Donc merci de ta présence, Yves. Alors, je ne sais pas, on a... Voilà, donc on va vous donner, je vais vous donner quelques informations générales sur l'Université de Strasbourg, université que vous connaissez généralement relativement bien. Vous vous rappelez que son origine se fonde au 1538 avec la fondation du gymnase par Jean Sturm, qui ensuite, par la décision de deux empereurs du Saint-Empire romain germanique, passe successivement d'académie à université, avant d'être rétrogradé sous le consulat, puis à nouveau, sous l'influence de Napoléon Ier, empereur des Français, réinstauré comme université en 1808. Ensuite, la grande transformation de l'université de Strasbourg a lieu après la guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne, par le futur empereur Guillaume Ier. Et là, l'université de Strasbourg se transforme dans ses murs. Pas seulement l'université, mais bien entendu la ville de Strasbourg, puisque c'est l'actuelle Neustadt, c'est la Neustadt qui est construite, c'est l'université historique, c'est ce quartier, et c'est donc tout ce pan de notre patrimoine. Vous voyez ici le palais universitaire qui est projeté. C'est tout ce pan de ce patrimoine qui va traduire dans la pierre la nouvelle ambition que vont successivement porter l'Allemagne et la France dans leur université. Avec cette construction, un poil provocatrice pour l'époque, est la construction du palais du Kaiser et du palais universitaire, en regard l'un de l'autre, avec cette idée forte que le pouvoir doit être éclairé par le savoir. Intuition, trop souvent tombée en désuétude et on oublie, c'est toujours bon de le rappeler. Donc cette université, alors comment on avance sur ces choses-là? Voilà. Cette université, ensuite évidemment, redevient française. Des nouveaux bâtiments sont construits dans les années 60, c'est le temps de l'abandon de la place de la Citadelle et de la construction du campus central dans les années 60. Campus central qui, à l'origine, est intégré harmonieusement, j'allais dire, au quartier de la Citadelle, que vous connaissez de l'Esplanade, que vous connaissez très vraisemblablement. Architecture qui, aujourd'hui, reste globalement harmonieuse. Mais l'université de Strasbourg, c'est pendant longtemps, dans l'époque moderne, 3 universités qui sont réunies en une seule, en 2009, sous l'intuition d'Alain Beretz et des autres gouvernants de l'université de Strasbourg. Elle devient unique, elle devient l'université de Strasbourg et elle fédère donc l'université Louis Pasteur, Bart Bloch, Robert Schumann, les IUFM et bien sûr le GIP Campus qui gérait les espaces extérieurs. Donc là, on a fait un retour en arrière. Une université, si on voulait faire de la provocation, comme aime à le faire notre prix Nobel Jean-Marie Lehn, ça sert à faire 2 choses, des profs et des chercheurs. Donc, quelles sont les filières les plus représentées à l'université de Strasbourg? Le droit, les sciences politiques et l'économie, pour près d'un quart, les humanités, les sciences sociales, les arts, les lettres et les langues, 16%, sciences et technologies, 30%, secteur santé, 10%. Ça, ce sont nos grands pourcentages en termes de formation qui marquent effectivement une traduction dans la pierre en termes de volume affecté à l'une ou l'autre de ces formations. L'université de Strasbourg, comme j'aime à le dire, c'est un petit peu un parlement de facultés. C'est 35 facultés qui coopèrent, qui font au quotidien
l'enseignement qui participent à l'effort de recherche. Et c'est ces 35 facultés que le central, c'est-à-dire les services centraux, les vice-présidents, le président, eh bien, anime, coordonne pour créer une politique de site. Mais c'est avant tout 35 facultés qui ont une très large autonomie et nous y tenons. Ces 35 facultés et écoles, c'est collectivement 55 000 étudiants, dont 19,4% d'étudiants étrangers, donc record battu cette année, puisque nous avons dépassé les 20% d'étudiants étrangers, ce qui nous fait tomber mécaniquement sous le coup de la loi et nous oblige de déployer des frais d'inscription différenciés. Vous l'avez peut-être lu dans la presse, c'est la loi. Quand on dépasse 20%, on doit faire des frais d'inscription différenciés. Nous avions en 2022 également 2149 doctorants et 460 thèses soutenues par an. Et donc, dès cette année, nous avons à peu près 60 000 étudiants inscrits pour un volume de locaux dédiés au cours qui n'a peu ou prou pas beaucoup varié au cours des 10 dernières années. Donc, nous avons une réelle tension sur notre patrimoine et nous l'optimisons vraiment au milieu de ses capacités. Donc, la recherche à l'Université de Strasbourg, elle est forte. Je vous rappelle que Strasbourg fait partie des UDIS, des 10 plus fortes universités de recherche en France. C'est une université de recherche, 71 de ces unités de recherche, dont certaines très prestigieuses, avec 5 prix Nobel en activité, 2 prix Calvi, des ERC qui succèdent au succès aux ANR, donc une recherche qui se porte globalement bien, même si on peut bien sûr toujours faire mieux. En tout cas, une longue et forte tradition de recherche à l'UNISTRA qui se confirme. La recherche, c'est notamment en sciences beaucoup d'énergie, une vraie grosse consommation d'électricité. Un micro-ondes n'a pas la même consommation qu'un microscope confocal ou qu'un microscope électronique à balayage, ou que les appareillages que nous avons visités hier dans le cadre du Centre européen de sciences quantiques que nous avons inauguré à Cronenbourg, construit par l'université. Donc ça consomme beaucoup d'énergie, ce qui explique que même en pleine période de chaleur, la consommation énergétique de l'UNISTRA est très grande. Eh bien, c'est du fait de la recherche, car la recherche ne s'arrête jamais, y compris pendant les vacances. Les animaleries tournent, cher Yves, les laboratoires et les microscopes tournent, et donc nous avons, j'allais dire, 365 jours par an, une très large consommation électrique complémentée par des consommations de gaz ou de chauffage urbain pendant les périodes de chauffe. Les missions de l'université, donc, bien entendu, la formation initiale principalement et la formation continue tout au long de la vie. La recherche scientifique, j'ai lourdement insisté dessus, c'est vraiment formation et recherche, l'ADN véritable de l'Université de Strasbourg. L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle de plus en plus. Avec le temps, c'est devenu une mission quasiment naturelle des universités que de faire en sorte que les étudiants, non pas qu'elles produisent, mais qu'elles instruisent, qu'elles aident à devenir demain des adultes responsables et intégrés dans la société. Eh bien, c'est devenu au fil du temps une mission large et importante de l'UNISTRA que d'aider ces étudiants à s'insérer. Nous avons, dès cette année, d'ailleurs, une formation par compétence de nos étudiants, c'est-à-dire qu'on change complètement le paradigme de formation. Nos étudiants sortiront de l'université avec des compétences claires et définies. La diffusion de la culture humaniste en particulier à travers le développement des sciences humaines, sociales, de la culture scientifique, technique et industrielle, évidemment, surtout avec cette université historique, surtout avec notre patrimoine, avec ce jardin des sciences qui se développe de plus en plus. Nous sommes ici en regard du nouveau planétarium, en regard du futur musée de zoologie et du futur musée rénové de minéralogie avec le bâtiment de géologie. Donc une sorte de pôle muséal, une sorte de musée d'histoire naturelle alsacien qui se crée ici à quelques mètres de l'INSA. Donc oui, la culture est déterminante. Et je vous prie de croire à quel point je mesure dans toutes les fonctions qui peuvent être les miennes ce que produit dans une société un déficit tant de culture, tant déficit de connaissance de l'histoire et des capacités à se projeter dans l'avenir. C'est désastreux, c'est un venin
Et moi, je suis très fier, comme vice-président de l'université, que l'UNISTRA prenne toute sa part, et plus que sa part, dans la défense des valeurs de l'humanisme rénan et dans cette défense de la culture qui nous est chère. Participation à la construction de l'espace européen. À Strasbourg, c'est obligatoire. Strasbourg, capitale européenne de la démocratie. Évidemment, Strasbourg, comme vous le savez, a été l'endroit en 2012 où le président François Hollande est venu au palais universitaire pour annoncer la création des universités européennes. Donc nous sommes évidemment très heureux de nous inscrire comme pierre angulaire du campus européen et des grands réseaux de recherche européenne dans lesquels nous sommes absolument partie prenante. Donc une université européenne, une université monde. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avions dépassé 20% d'étudiants étrangers. Quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Le take-home message, c'est que nous sommes l'université la plus internationale après Paris. Donc vraiment, Strasbourg tient son rang de grande université européenne, tant accueillante, tant que rayonnante. Ce qui me fait penser qu'un grand politique retraité avait dit un jour à propos des étudiants, il faut savoir les accueillir et il faut savoir les laisser partir. C'est nos premiers ambassadeurs et c'est un peu comme ça que nous concevons ici nos étudiants à l'Université de Strasbourg. Nous ne les instruisons pas égoïstement pour nous, nous les aidons à se construire pour le monde. C'est-à-dire vraiment qu'ils essaiment, qu'ils diffusent et qu'ils essaiment un peu partout l'esprit de l'humanisme rénan. C'est un petit peu ça la façon dont nous voyons les choses. Le campus, notre grande université. Donc notre grande université s'étend sur un peu plus de 100 km, donc de Haguenau au centre Alsace, avec différents sites. Les principaux sites étant bien évidemment concentrés sur Strasbourg, avec le campus central, le campus de la faculté de médecine, le campus d'Illkirch. Nous avons les IUT à Haguenau, Schiltigheim, Illkirch encore une fois, les différentes INSPE. Bref, c'est 153 bâtiments qui représentent en réalité un petit peu plus de 565 000 m² bâtis pour 1 million de mètres carrés de surface non bâtie. Donc l'université est de fait très occupée, chère Pauline, chère Alexia, par la gestion de son patrimoine immobilier. Gestion et entretien, j'allais dire, puisque construire c'est bien, entretenir c'est mieux. Et voilà, c'est aussi une des missions que nous essayons d'assumer avec les moyens qui nous sont à nous. Le poids de l'histoire sur la diversité patrimoniale, ou comment mettre en regard le palais universitaire, la faculté de droit, ici, le Polapi, le Patio, l'INSPE, et ici l'Institut de botanique, en plein cœur de la Neustadt, en plein cœur du jardin botanique. Évidemment, c'est des patrimoines architecturalement, chère Alexia, très différents. Ce qui sous-tend également des techniques de construction, des méthodes d'entretien et des appareillages complètement différents. 153 bâtiments, 565 000 m², façon puzzle, comme dirait l'acteur. C'est-à-dire que pour les services techniques et pour la logistique du quotidien, c'est un véritable casse-tête. Notre patrimoine est un patchwork fantastique du génie architectural depuis près de 2 siècles. Il faut savoir en garder la mémoire et l'entretenir. Donc c'est énormément de technicité, énormément d'opiniâtreté de la part des équipes, et aussi ça sous-tend pour le futur quand on construit, car on a une université qui a une capacité de construire, ces 500 millions, cher Yves, qui ont été injectés aussi bien par les collectivités territoriales et l'État pour la part principale, pour la construction et la rénovation des campus. Donc il faut aussi se projeter dans comment nous entretenons et comment nous rationalisons notre patrimoine sur le futur pour que cette équation soit tenable. Donc il y a des vrais enjeux. Bien évidemment, c'est beau, c'est un bonheur de se promener dans ce campus-là, mais c'est au quotidien beaucoup de travail, d'anxiété parfois pour les équipes techniques. Voilà, donc la Neustadt, donc on a à Strasbourg, on est très heureux d'avoir 2 zones classées à l'UNESCO. La Grande Île, je crois que c'était, il y a des gens qui savent beaucoup mieux de moi que moi, cher Guillaume. La Neustadt, je crois, a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 88. Et la Neustadt, c'était en 2017. Donc on a 2 zones classées à l'UNESCO et une zone qui fait l'objet
d'un périmètre de sauvegarde, donc il y a un niveau de protection maximale en termes des extérieurs et des intérieurs bâtis. Donc tout le périmètre du campus historique est en ce qu'on appelle PSMV, ici, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué de modifier nos bâtiments, tant sur leur enveloppe externe que sur leur enveloppe interne. Donc ça, c'est des vrais défis supplémentaires qui s'offrent à nous, ce qui veut dire bien évidemment, quand on a dit ça, que la moindre rénovation coûtait extrêmement cher. Voilà. Donc le campus de l'Esplanade, donc je vous l'ai dit ici, complètement intégré au schéma d'urbanisme du quartier de l'Esplanade. C'est Gustave, c'est Stockholm, hein, c'est ça, hein. C'est en 63, c'est dans les années 60 que le quartier a été complètement pensé, avec ce campus en son sein. Et un des défis au quotidien aujourd'hui est de savoir, dans un monde qui évolue, comment ces flux d'étudiants, comment cet urbanisme, on l'intègre à la vie de ce quartier-là. Autrement dit, toucher quelque chose au campus, ou toucher quelque chose à l'aménagement externe du quartier de l'Esplanade, eh bien, c'est toucher, j'allais dire, aux circulations et aux perméabilités naturelles entre ces deux espaces. Donc, c'est pas anodin, et ça nécessite beaucoup de coordination entre nos équipes techniques, nos équipes politiques, et par exemple, la ville et la métropole de Strasbourg. Ça, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, et c'est une architecture aussi avec son évolution. Par exemple, ici, vous avez ici la tour de chimie, qui est un des grands marqueurs du campus de l'Esplanade, hein, qui est aujourd'hui, alors on ne l'a pas mis au livre Guinness des records, mais on y songe, c'est aujourd'hui le plus grand nichoir à faucon pèlerin au monde. Parce que c'est son seul usage. C'est son seul usage. Depuis un an, la tour est coupée du bâtiment de chimie, donc elle est inoccupée, si ce n'est par un couple de faucons pèlerins. Donc nous sommes très fiers, au nom de la LPO, d'abriter le plus grand nichoir à faucons pèlerins du monde. Donc bien évidemment, quand je vous ai expliqué les contraintes que l'on a, notre nombre d'étudiants croissant, on est passé de 43 000 en 2009 à 60 000 maintenant sur un périmètre à peu près constant, ce genre de fantaisie, on ne peut pas se le permettre. On doit être en capacité d'utiliser chaque mètre carré, et là, il y a plusieurs milliers de mètres carrés qui nous échappent, tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a peut-être pas trouvé les bons outils pour rénover ce type d'ensemble. Mais ça pose question, et c'est un des défis qu'on se doit de relever dans le futur. Voilà. Et donc, pour relever les défis, il faut une stratégie. Et donc, pour la stratégie, donc pour l'intelligence, évidemment, car moi, je ne suis qu'un pâle représentant de vos génies, messieurs et mesdames, de la direction du patrimoine immobilier. Donc, je vais laisser la parole à Alexia Martin, qui va vous expliquer comment on se projette non seulement dans le futur, et comment on va répondre à un des défis que nous avons maintenant, qui est le défi de la transition aussi écologique et énergétique. C'est la victoire du bon sens, en quelque sorte. Comment avoir des bâtiments plus fonctionnels, meilleurs, plus économes pour s'inscrire vraiment dans la durée. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, alors avant de commencer, parce que je sens que vous êtes fébrile, je voulais juste savoir dans la salle si vous pouviez voir ceux qui sont architectes. Je veux bien savoir. Voilà, question d'architecte. Et bureau d'études, du coup. Maître d'ouvrage public. Ah, mais c'est triche, tu l'as vu deux fois là. Je fais les deux. Et maîtrise d'ouvrage privé. Ah, là, il y en a. Okay. Ils ne se sont pas concernés par notre patrimoine. Non, c'est pas. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer le plus efficacement possible comment les éléments qu'on a mis en place à l'université pour essayer de gérer au mieux ce patrimoine important et divers que vous a présenté Nicolas Matt juste avant. Donc juste pour vous situer, il a plusieurs fois cité la direction du patrimoine, donc on est une cinquantaine d'agents à la direction du patrimoine en centrale, et après on a encore une cinquantaine d'agents qui sont répartis dans les différents sites. J'expliquerai plus loin l'organisation. Mais du coup, ce qui nous importe beaucoup, nous, dans notre façon de gérer notre patrimoine, c'est qu'on ait un maître d'ouvrage exploitant. C'est un peu notre leitmotiv systématique, maître d'ouvrage exploitant, parce qu'on fait à la fois
la maîtrise d'ouvrage, donc la gestion des opérations immobilières, quand il faut rénover, construire, etc. Mais aussi l'entretien, la maintenance et l'exploitation. Donc l'Université de Strasbourg, en fait, s'autogère, et on n'est pas un maître d'ouvrage qui construit pour quelqu'un d'autre. On construit et on entretient pour nous-mêmes. Donc ça rythme toutes nos réflexions, parce qu'à chaque fois, on réfléchit du début à la fin, comment on fait pour optimiser toute la chaîne. Et un choix initial qui paraît sur le moment intéressant d'un point de vue investissement, peut-être qu'il s'avère désastreux ensuite en termes de fonctionnement. Et voilà, on est tout le temps en train de réfléchir à ce rôle de maître d'ouvrage exploitant. Donc voilà, on a essayé de faire une liste un peu à la Prévert, qui n'est sans doute pas tout à fait exhaustive, mais des éléments principaux qu'on a mis en place pour la gestion de notre patrimoine. Donc je vais, par des exemples, expliciter chacun de ces items. Donc le premier qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la question de l'optimisation des surfaces, puisqu'on est en effet dans cette période de crise énergétique, de responsabilité écologique. Donc voilà, tout mètre carré, on sait que tout mètre carré construit est un mètre carré qu'il faut permettre d'entretenir, sécher, rafraîchir peut-être. Et donc tout mètre carré non construit, c'est ça le mieux pour la terre et pour nos finances aussi. Donc là, voilà, mon exemple, on a l'opération de construction du Studium, où en fait c'est un bâtiment dont l'objectif était de regrouper plusieurs bibliothèques qui étaient réparties dans différents bâtiments. Donc, on avait une bibliothèque de faculté psychologie qui est sur le campus historique, on avait une partie de bibliothèque qui était à la LINEA, sur le campus de l'Esplanade aussi, on avait une bibliothèque au portique, une bibliothèque au patio, et chaque fois ça démultiplie les espaces de réserve, ça démultiplie les espaces d'accueil, ça démultiplie les agents aussi qui doivent être là pour ouvrir, fermer, gérer les prêts, répondre aux étudiants, se rendre disponibles, etc. Et donc, le choix de faire cette bibliothèque, alors le Studium n'abrite pas que une bibliothèque, c'est un bâtiment plus large qui abrite aussi d'autres éléments de vie étudiante. Mais là, l'idée de cette histoire, l'idée de la mutualisation, c'était vraiment sur la bibliothèque, de dire, au lieu de faire 4 bibliothèques dans 4 bâtiments différents, qui ont chacun leur spécialité, on regroupe tout. Et du coup, on optimise le fonctionnement et les surfaces. Ensuite, on a une grande réflexion aussi comme sur le coût global. Donc, on réfléchit au moment où on investit à comment investir pour que derrière toute la chaîne soit simplifiée, que ce soit la maintenance, l'entretien, le fonctionnement. Et donc, par exemple, là, j'ai pris comme exemple du PCB. C'est une restructuration qu'on ira pour certains visiter tout à l'heure. Restructuration d'un bâtiment existant où on a réfléchi dès le début en coût global. Donc on a demandé à la maîtrise d'œuvre, on a intégré tout de suite dans le marché du maître d'œuvre une mission CEM, donc coût exploitation maintenance, et dès l'APD on lui a demandé de réfléchir à combien ça nous coûterait à l'avenir en lui donnant nos vrais coûts de marché, accord cadre, etc. Combien ça nous coûterait d'exploiter ce bâtiment à l'avenir, que ce soit en termes d'énergie, en termes de maintenance, ou en termes d'entretien et fonctionnement. Et donc à certains moments, ça nous a aiguillé dans le choix de certaines solutions, et notamment l'isolant biosourcé, puisque c'est un meilleur isolant en termes de rafraîchissement en été, c'est meilleur que d'autres types d'isolants. Et du coup, ça nous a permis, le fait d'investir plus au moment de la construction pour mettre en place un isolant biosourcé, ça nous a permis d'économiser en termes de rafraîchissement, donc à l'investissement du rafraîchissement, mais aussi après à tout le fonctionnement du rafraîchissement et à tout le coût énergétique que ça aurait pu induire derrière. Et donc, en plus de ça, on a demandé à la maîtrise d'œuvre à la fin du chantier, pendant 2 ans, de faire un suivi des consommations pour nous dire, en fait, en vrai, est-ce que vraiment on a économisé de la consommation par rapport à la situation initiale. En l'occurrence, on a baissé que de 22% les consommations, après quand même 9 millions d'euros d'investissement. Donc ça peut laisser un peu sur sa faim, mais ça s'explique parce qu'en gros, c'est un bâtiment qui initialement était vraiment perméable. Il y avait tout qui passait, la pluie, le chaud, le froid, il y avait des espaces comme ça entre les fenêtres. Et les murs, bref, c'était vraiment en très mauvais état. Donc, il faisait 16 degrés, pas plus, dans le bâtiment, voire 14 en hiver. Donc, forcément, on a augmenté le confort en investissement. On n'a pas que. Voilà, il y a cette part de confort qui ne se mesure pas trop, du coup, dans les gains énergétiques, mais qui est important pour les utilisateurs. Et en plus, c'est un bâtiment essentiellement recherche, donc comme disait M. Matt, ça veut dire des consommations beaucoup plus importantes
quand on a de la recherche dans nos bâtiments que quand on a de l'enseignement. À titre de comparaison, on a eu le même type de démarche pour la rénovation énergétique de la faculté de droit, qui sera aussi visité tout à l'heure. Et là, par contre, on a du coup eu le résultat de 50% d'économie d'énergie, parce qu'on est sur un bâtiment 100% enseignement. Voilà, donc vous voyez la différence. Ensuite, l'autre élément qu'on essaye de mettre en place, c'est d'éviter de démolir et de reconstruire. Donc voilà, j'ai pris pour exemple, Yves reconnaîtra ma patte sur l'Institut de botanique, où c'était prévu initialement dans le cadre de l'opération campus qui a été déposée en 2009, dans le schéma directeur global de cette opération campus, c'était prévu, il y avait plein de mouvements qui étaient prévus pour des regroupements, des mutualisations, des optimisations, et dans tout ce schéma, il était prévu de démolir finalement l'Institut de botanique pour reconstruire quelque chose de plus petit. Et au final, en voyant les qualités du bâtiment, en voyant les besoins, parce que Nicolas Max citait tout à l'heure, vu l'augmentation des étudiants, et aussi les contraintes apportées par le PSLV, et ben on s'est rendu compte que en fait, ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour nous de démolir ce bâtiment. Et donc, on a décidé de le garder. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'opération dessus, mais on sait qu'on va le garder et qu'on va en faire quelque chose. Idéalement, un centre pour la faculté des sciences de l'eau, toujours dans l'idée de regrouper. Ensuite, on a toute la partie ENR et matériaux biosourcés qu'on essaye de mettre en place aussi dans les opérations. Donc là, j'ai pris comme exemple l'extension de l'INSPE Méno, qui est une opération sous maîtrise d'ouvrage de région Alsace pour le compte de l'université. Région Grand Est, pardon. Et donc, c'est un projet qui a été lancé avant la parution de la RE 2020, qui d'ailleurs ne s'applique toujours pas pour les bâtiments universitaires, avec quand même du coup un dispositif plus c'est moins, et avec du coup une ambition sur la partie carbone. Et donc le lauréat, c'est Niki et Draghi, architectes, ont choisi de proposer un bâtiment construit essentiellement en bois. Voilà, donc avec des structures poteaux-poutres, mais aussi des panneaux massifs. Et pour améliorer la partie énergie, il y aura des panneaux, donc c'est un bâtiment qui est encore en chantier, il y aura des panneaux qui seront mis, panneaux photovoltaïques qui seront mis en place en toiture. Et on prévoit aussi de raccorder le bâtiment au chauffage urbain, qui est proposé par la métropole et qui dispense 70% d'énergie renouvelable. Ensuite, on fait aussi attention au confort d'été, hein, c'est un vrai sujet, ça devient de plus en plus un sujet. Et donc là, en exemple, j'ai pris le centre de recherche en biomédecine de Strasbourg, qui est un nouveau bâtiment qu'on a construit en médecine, sur le campus hôpital, sur lequel il y a beaucoup d'éléments qui ont été mis en place pour gérer ce confort d'été, avec notamment du coup une gestion centralisée des soleils, avec tout un système de programmation. On a mis en place aussi une ventilation nocturne automatisée, c'est-à-dire qu'en un poste de chaque fenêtre, vous avez des oscillos battants qui peuvent s'ouvrir avec un petit moteur. Et pareil, les portes intérieures au-dessus des portes, comme si au-dessus de la porte, là, à la place du AES, il y avait un mouvement qui s'ouvre aussi avec un petit moteur pour laisser passer l'air. Et ensuite, on a des extracteurs, donc on a un grand atrium au milieu du bâtiment. Et donc ça permet de mettre en place un flux d'air rafraîchissant pendant la nuit. Et on a aussi mis en place une récupération de chaleur au niveau des réfrigérateurs et congélateurs, parce que c'est un bâtiment qui est très recherche, 100% recherche, avec beaucoup d'équipements de ce type. Et du coup, ça valait le coup de récupérer cette chaleur pour qu'en été il fasse moins chaud dans les pièces et aussi pour en hiver participer au chauffage des autres pièces. Ensuite, plus côté maintenance, du coup, on a la mise en place de standards techniques. Donc, ceux qui ont travaillé pour nous le savent bien, on est assez exigeant sur les qualités techniques de nos installations. Et donc, là, j'ai pris comme exemple la faculté de droit, mais c'est le cas sur tous nos projets. On demande à ce que certaines installations, que les installations techniques aient certaines caractéristiques qui nous permettent de mieux maintenir, que ce soit plus accessible, on évite les clapets coupe-feu inaccessibles, on évite, pour nous, tout organe qui doit à un moment donné être maintenu doit être accessible. Et du coup, ça donne
des tableaux électriques qu'il faut alimenter par le bas, enfin, voilà, tout un système de prescription qu'on impose à nos maîtres d'œuvre et aux entreprises. Et ensuite, du coup, on a tout un système de GTC avec, là vous avez un exemple de vue, par exemple pour une installation, enfin pour l'installation de centrales de la faculté de sciences. Du coup, à distance, on peut régler les consignes, on peut régler si c'est on ou off, enfin, voilà, à distance, on peut intervenir sur les installations. Ensuite, vu la responsabilité écologique qu'on a tous en ce moment, on veille à la gestion de notre énergie, de notre consommation d'énergie. Du coup, on crée des pôles énergie, donc c'est des endroits, centralisés où on met en place le chauffage, l'électricité et certaines fois le rafraîchissement commun à plusieurs bâtiments. Donc, en gros, on regroupe les installations de production sur un seul bâtiment pour ensuite aller alimenter plusieurs bâtiments. Ça permet la redondance, ça permet du coup la maintenance, ça permet de mettre en place des installations plus optimisées avec moins de surdimensionnement et de réduire aussi nos nombres d'abonnements accessoirement à nos concessionnaires. Du coup, on est en train aussi de mettre en place un plan de comptage parce que le fait de faire des pôles d'énergie, ça fait qu'on n'a qu'un seul compteur par pôle énergie, donc on peut avoir un seul compteur pour 4 bâtiments par exemple. Donc là, on est en train de mettre en place un plan de comptage pour avoir vraiment bâtiment par bâtiment nos consommations. Et évidemment, on met en place à chaque fois des systèmes de récupération de chaleur sur les CTA. Là, on est en train de monter un projet un peu expérimental pour mettre en place aussi la récupération de chaleur sur les extractions de Sorbonne, parce que ça, c'est les Sorbonne, du coup, elles extraient l'air qui peut être pollué. Et donc, jusqu'à présent, la technologie n'existait pas pour que ces polluants ne corrodent pas les systèmes d'échangeurs de chaleur. Maintenant, ça existe, donc on va essayer. Et dès que c'est possible, on met en place donc, ce fameux raccordement au réseau de chauffage urbain. On essaye donc, dès qu'on peut, ne pas mettre d'équipement, en fait, ne pas mettre de moteur, ne pas mettre d'équipement qui doit être maintenu, c'est ce que j'ai mis de low-tech, je ne connais pas trop d'autres mots synonymes en français, et surtout des matériaux pérennes. En gros, l'idée, c'est d'optimiser notre maintenance et notre entretien, comme c'est un peu notre leitmotiv, vous l'aurez compris. D'augmenter l'infiltration, on met en place aussi systématiquement sur nos opérations une évacuation des eaux pluviales par infiltration. On plante, on végétalise dès qu'on peut, parce que dans les sous-sols, c'est un peu plein. Il y a plein de réseaux partout, donc il y a des endroits où on pense, vue de dessus, vue de surface, qu'on pourrait mettre plus d'arbres, mais en fait, c'est pas toujours possible au vu des réseaux qui sont en dessous. Et donc la deuxième opération de réaménagement extérieur, celle-là elle est en cours, c'est à Ikirch, où on réaménage le parvis de pharmacie qui était donc le bâtiment de pharmacie, c'est le bâtiment ici, là, en gris, avec le rond au milieu, et devant il y avait un gros parking en rond, c'était vraiment l'urbanisme des années 60, où la voiture était garée devant la porte. Il y avait même le directeur qui avait sa plaque pour réserver sa place devant la porte. Donc voilà, là on a réussi à faire un petit peu bouger les lignes aussi en disant voilà, il y a assez de place. En fait, on a fait des comptages de places de stationnement sur tout le campus et il s'avère que oui, les gens venaient se garer là parce que c'était plus près de la porte, mais en fait, globalement sur le campus, il y avait bien assez de place pour tout le monde. Donc là, on a dû supprimer ces places donc vraiment les supprimer, on ne les a pas reportées. Et donc faire un grand parvis minéral mais aussi végétalisé, ce qui nous a permis en même temps de régler l'accessibilité PMR, puisqu'on en a profité pour faire, il y avait des marches pour rentrer dans le bâtiment, maintenant il n'y en a plus. Et donc à chaque fois, on végétalise au maximum de ce qu'on peut. Voilà, après il y a toute l'organisation qui permet de faire tout ça. Donc on a pas mal de compétences internalisées, mais on externalise aussi beaucoup. Donc voilà, là j'ai essayé de vous mettre une liste de ce qu'on sait faire en interne et de ce qu'on externalise. Dernièrement, là l'actualité c'est qu'on est en train
passer des marchés avec des bureaux d'études pour faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le décret tertiaire, le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc voilà, c'est des nouvelles prestations qu'on demande au fur et à mesure de l'actualité. Mais en gros, donc à la direction du patrimoine immobilier, on a donc 3 départements. Un département grand projet qui s'occupe beaucoup de la stratégie et de la maîtrise d'ouvrage sur les opérations immobilières, mais aussi la gestion des données. On a un département maintenance qui fait toute la partie aux entretiens, renouvellement, vérification technique réglementaire, et aussi des petits projets fonctionnels. Et puis on a un pôle administratif qui nous soutient pour toute la gestion financière, la gestion locative, parce que ça nous arrive, on a quelques surfaces qui sont liées à la routière, à des occupants qui ne sont pas à l'Université de Strasbourg, et aussi toute la passation et le pilotage des marchés. Et après, on a aussi un système, donc là je vous ai montré tout avant ce qui était fait en interne et ce qui était externalisé, et là c'est dans ce qui est fait en interne, qu'est-ce qui est fait en centrale. Ça veut dire dans la direction centrale, la direction du patrimoine immobilier, et qu'est-ce qui est fait de manière plus diffuse dans les bâtiments, sur les sites, à proximité des utilisateurs. Et donc là, on a un vrai travail de proximité qui se met en place au niveau des compétences locales pour la petite réparation, mais aussi pour la communication, pour veiller que tout soit fluide, qu'il n'y ait pas de difficultés au moment où on fait des travaux, que ça se passe en toute intelligence avec les occupants, avec les emplois du temps, etc. Voilà pour la partie éléments mis en place. Je ne sais pas s'il y a à ce stade des questions. Je ne sais pas si on peut donner des questions. Ou on fait à la fin les questions. On ne sait pas comment vous appelez. Il y a déjà une question là, mais malheureusement il y a un seul micro. Donc c'est là. Oui, Michel Génie, architecte. Vous n'avez pas évoqué la question des nuisances sonores générées par l'université, plus particulièrement par tous les systèmes de ventilation mécanique, de traitement de l'air en toiture. Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe l'environnement, en particulier du côté escalade? Oui. Alors, systématiquement, avant de faire une opération, on fait toujours ce qu'on appelle un point zéro acoustique. Donc on fait venir un acousticien qui fait des mesures de jour, de nuit, pour voir dans quel environnement acoustique se situe le bâtiment à l'instant avant travaux. Et après, sur cette base-là, le maître d'œuvre, il a ses informations, il sait que réglementairement parlant, il n'a pas le droit de dépasser de plus que X%, et donc il adapte sa conception, met en place des applications acoustiques si nécessaire, etc. Et à la fin, on refait toujours un point vérificatif, une nouvelle mesure à la fin des travaux pour vérifier. Et ce qu'on essaye de faire aussi, parce qu'on est sensible à ça, c'est la partie intégration des équipements techniques. C'est rare qu'on mette nos équipements techniques bêtement en toiture, sauf pour les extracteurs de Sorbonne, où là on n'a pas le choix pour des problèmes de sécurité, mais sinon on a toujours un local ou bien un abri, quelque chose qui nous permet aussi de contenir le bruit. Oui, et l'esthétisme aussi. Oui, vous parlez des bâtiments neufs, mais pour ce qui est des bâtiments anciens existent. Quand l'installation est existante, non. Mais si on fait des travaux sur l'installation, on le refait quand même. Enfin, si on fait des travaux de restructuration sur un bâtiment neuf, on le fait, sur un bâtiment existant. Ma question précise était, avez-vous conscience qu'actuellement, il y a une gêne sonore pour tous les immeubles, pour tous les logements de la rue de l'Esplanade? On se rend doute mais on n'a pas l'impression de faire plus de bruit que les autres, mais bon, peut-être que... Non, alors la réponse, non, on n'a pas fait d'études spécifiques sur ça. Alors, sur ce point précis, il y a effectivement 3 ou 4 appartements en face de la faculté de chimie à l'Esplanade où les copropriétaires sont venus voir, déjà à la base comme adjoint de quartier et puis comme vice-président de l'université, pour signifier qu'il y avait l'une ou l'autre nuisance sonore sur les appartements. En l'occurrence, je crois que la centrale de traitement d'air afférente avait été fermée, c'était celle de la tour de chimie. Donc les dernières réunions de copropriété que j'ai faites, le sujet ne m'est plus revenu. Donc j'imagine qu'il y a peut-être une gêne résiduelle, mais c'est vraisemblablement moins que ce qu'il y avait il y a au moins 5 ans.
En tout cas, quand on fait des réunions dites de sécurité et quand on fait des réunions avec les riverains, le sujet n'est plus remonté. Le sujet qui remonte, c'est éventuellement ce qu'on alloue en termes d'occupation des espaces extérieurs de l'université pour les fêtes étudiantes notamment. Où là, effectivement, il peut y avoir l'une ou l'autre résonance en direction, pas tant de la rue du Général Zimmer, mais par effet boomerang, on va dire, parce que les ondes sonores rebondissent sur le début de l'avenue du Général de Gaulle. Je crois que c'est le Vauban, là-bas, je crois. Donc voilà, il y a quelques points comme ça, mais on est en dialogue constant avec les présidents de copro ou parfois les propriétaires. Hein. Donc oui, ça, la conscience sont là. Ensuite, quand c'est possible, on demande aux services techniques d'essayer de résoudre, mais sur le bâti existant, c'est plus compliqué que sur les nouveaux bâtiments, effectivement. Mais on en a une pleine conscience. Merci beaucoup. Il y a une deuxième question. Oui, bonjour, Michel Giraud de Girolnic Architecte. Oui, je voudrais juste avertir, vous avertir que vous avez parlé du bureau d'études, que des agences comme les nôtres ont du mal à trouver des ingénieurs qui travaillent sérieusement sur les projets, puisque des grands maîtres d'ouvrage comme vous, comme la région, comme la CEA, comme l'université, monopolisent tellement des bureaux d'études, j'en citerai deux, donc Solaris Bohème et IMAE. Solaris Bohème, il y a d'ailleurs M. Bizot qui est là, que je salue. Et puis il y a des référentiels qui sont importants. Enfin, on fait travailler les bureaux d'études plus pour vous servir d'AMO, de constitution de tableurs d'Excel énormes, qu'ensuite vous rebalancez dans les programmes. Et nous, quand on a besoin de ces gens-là, ils nous disent tous, on est à cran, on ne peut plus, on n'a plus le temps de travailler pour vous. Et c'est à tel point que Solaris Bohème a envoyé à tous les concepteurs une lettre en disant on ne travaille plus en dessous d'un projet de 6 millions d'euros. IMAE est totalement débordé, même sur un concours sur lequel on travaille pour vous. Enfin, c'est incroyable. Enfin, je vous fais simplement part de la difficulté maintenant d'avoir de véritables interlocuteurs auprès du bureau d'études sur des logiciels que vous avez fait, enfin, sur des programmations, des référentiels que vous avez fait. Et donc vous demandez qu'on vous les balance lors des projets. Merci Michel. Je sais pas, ils sont la demande. Je pense que c'est défendable. Je pense que je suis désolée parfois, vraiment. Solaris Bohème aurait dit naïf, je pense que vraiment très envie. Je ne sais pas si tu veux en parler ou si on prend une autre question. Je suis désolé, c'est vraiment très technique, mais j'ai pas trop compris le point. Parce qu'en fait, le souci, c'est quoi? C'est disponibilité. Ben, nous, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui nous arrangerait? On ne peut pas les embaucher. Non, mais voilà, c'est ça que je peux vous expliquer. Quand on construit une opération immobilière, on demande un programmiste. Okay, un programmiste, ce n'est pas Solaris Bohème. Donc le programmiste, s'il estime que lui a besoin d'une compétence technique pour l'accompagner, il peut s'adjoindre à un sous-traitant. Nous, on n'est pas contre, mais on ne l'impose pas non plus. Les standards techniques dont je parlais tout à l'heure, c'est des standards techniques qu'on fait en interne. On a les compétences internes dans notre équipe de maintenance pour faire les standards techniques en interne. Donc on ne mobilise pas des bureaux d'études strasbourgeois ou autres pour faire pour nous nos standards techniques. Là où on mobilise des bureaux d'études, c'est quand on fait un concours et qu'en effet le maître d'œuvre, l'architecte, s'adjoint des compétences de bureau d'études qu'on demande pour le coup. Dans ce cas-là, c'est typiquement le genre de cas où vous dites que vous trouvez personne. Donc ça m'étonne. Et après, les autres cas où on demande un bureau d'études, c'est l'AMO-DET dont je parlais. Donc là, c'est vraiment une compétence très spécifique et pour le coup, les deux que vous citez n'ont pas répondu. Et ensuite, on demande aussi à des bureaux d'études de nous aider quand on fait des gros entretiens renouvellement de grosses chaudières ou de grosses CTA. Et les deux prestataires que vous avez nommés aussi ne nous répondent pas non plus à nous. Donc, je ne sais pas d'où vient. En tout cas, je parle au nom de l'université. Après, les autres grands maîtres d'ouvrage que vous avez cités, je ne sais pas, je ne peux pas parler en leur nom. Mais moi, j'avoue que votre remarque, je me sens assez peu concernée. Ouais.
final. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'ai une question. Il y a un échantillon de bâtiments gérés de façon différente, avec des solutions techniques, plus d'autres bâtiments plutôt low-tech. Est-ce que, avec cet échantillon-là et votre retour d'expérience, vous avez un retour par rapport à ces solutions-là? Quand est-ce qu'il faut plutôt favoriser l'une ou l'autre, ou si vous avez déjà tranché? En fait, on va vraiment adapter aux besoins fonctionnels. Donc, clairement, un bâtiment de recherche, on ne va pas lésiner, on va mettre le paquet technique qui est nécessaire de faire. Et ça explique aussi pourquoi les PCB, que je vous montrais comme exemple, on n'a atteint que 22% d'économie d'énergie parce qu'on a mis en place des centrales de traitement d'air qu'il n'y avait pas avant. On a mis en place des rafraîchissements pour les équipements scientifiques qu'il n'y avait pas avant. Donc, forcément, ça a induit des consommations qu'on n'avait pas avant. Mais ça, c'est des consommations, c'est des installations techniques qu'on ne lésine jamais à mettre en place. Après, on fait du low-tech, comme j'ai essayé d'expliquer, dès qu'on peut, dès que la technicité, dès que c'est pas absolument nécessaire au fonctionnement du bâtiment. Un SSI, évidemment, on va toujours mettre un SSI. Donc ça dépend, là c'est vraiment un choix fonctionnel. On peut pas dire, on va pas pouvoir dire un jour, si un jour on pourrait dire on met que de la technique, mais ça c'est clairement pas la stratégie. Par contre, on ne pourra jamais dire qu'on ne met plus du tout de technique. Ça, c'est impossible. J'enchaîne, du coup, j'avais juste quelques petits slides de conclusion. Parce que je leur tourne. Du coup, les enjeux à venir pour nous, parce que là, je vous ai mis tout ce qu'on a mis en place. J'essaie de vous expliquer, de partager avec vous tout ce qu'on a essayé de mettre en place jusqu'à présent. Mais du coup, on a sans cesse des enjeux qui nous obligent à nous remettre en question. Et donc, il y a ce fameux nombre d'étudiants qui évolue chaque année, donc ça, à chaque fois, ça re-questionne nos surfaces, nos besoins, etc. Les pratiques pédagogiques, notamment avec la compétence que citait Nicolas Mac tout à l'heure, qui change aussi les besoins des utilisateurs sur les tailles de salle, petit groupe, grand groupe, à chaque fois, c'est des re-questionnements. Les projets de recherche aussi qui évoluent au gré des financements, donc là, c'est pareil, tout d'un coup, il faut installer une machine scientifique qui est immense et qui pèse 3 tonnes dans un bâtiment qui n'est pas prévu pour. Donc voilà, à chaque fois, c'est des petites remises en question. Et le problème qu'on a souvent, c'est que du coup, le temps de l'immobilier, est-ce qu'il est? Vous le savez tous, c'est un temps qui est quand même assez long. Et c'est rarement compatible avec ces évolutions plutôt rapides de formation et de recherche. Donc malheureusement, on se retrouve à souvent faire des projets et à devoir les faire évoluer finalement en cours de route, parce que on essaye de ne pas livrer un bâtiment qui est déjà obsolète au moment où on le livre. C'est dommage. Et les autres enjeux qui sont plus réglementaires et énergétiques, écologiques, c'est la partie, le respect de la réglementation des dispositifs éco-énergie tertiaire dont je parlais tout à l'heure, qui nous oblige d'ici 2050 à avoir une consommation réduite sur tous nos bâtiments de 60%. On a le 2020 qui va venir, on suppose, on ne sait pas trop quand, mais qui va venir pour les établissements d'enseignement supérieur. On a donc le PCEV qui s'est rajouté à nos contraintes. On a les évolutions du PLU, dont la dernière assez importante en 2021. On a évidemment l'augmentation du coût de l'énergie qui nous fait réfléchir à chaque fois à l'efficience de nos bâtiments et aussi l'introduction du réemploi. Donc voilà, ça c'est tous les enjeux, on va dire, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on sait qu'ils arrivent et qui sont là et auxquels il faut qu'on s'adapte pour gérer notre patrimoine. Et donc la conclusion, j'enchaîne sur la conclusion, donc l'adaptation permanente, voilà, par rapport aux enjeux, par rapport aux besoins, par rapport aux réglementations, le fait qu'il faut accepter qu'on ne peut pas être parfait et qu'on n'arrivera jamais à avoir un patrimoine de cette taille-là, qui soit aux normes partout en même temps. Voilà, on va essayer de mettre aux normes certains bâtiments pendant que d'autres vont se dégrader, que ce soit mettre aux normes, que ce soit mettre aux normes réglementaires ou mettre aux normes techniques, faire en sorte que toutes les installations fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas de panne, etc. C'est sans fin. On a fini à un bout, il faut finir ça. Nous, on est aussi beaucoup, très sensible au fait d'avoir une approche intégrée des compétences, donc d'avoir vraiment une bonne répartition entre les compétences qui sont en interne à l'Université de Strasbourg sur lesquelles on peut s'appuyer
et les compétences qu'on externalise. La nécessité d'avoir vraiment une vision d'ensemble de notre patrimoine pour mettre en place une stratégie la plus optimisée possible. Et aussi, après, d'avoir un financement, une programmation de financement pluriannuel, puisque nous, on est un établissement on n'est pas une collectivité, on n'est pas l'État, enfin, on est un opérateur d'État, mais du coup, on dépend des autres pour obtenir les financements de nos opérations. Et du coup, le fait d'avoir une vision sur du long terme, sur un financement pluriannuel, c'est essentiel pour nous pour avoir la possibilité de construire une stratégie cohérente et de ne pas intervenir comme ça au créer des financements et des appels à projets. Voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il faut qu'on enchaîne sur les deux questions. Juste une ou deux questions, et comme ça on peut commencer les visites et on pourra continuer à poser les questions. J'aurais voulu savoir, pour la priorisation des travaux à faire sur les bâtiments, donc sur les 150 bâtiments, comment vous priorisez d'intervenir d'abord et dans tel ordre sur tel ou tel bâtiment, et quand, par rapport à la rénovation énergétique, et ensuite, est-ce que vous faites le bâtiment en entier, c'est-à-dire le bâti, les systèmes, etc., ou bien des fois vous le faites de manière différenciée, vous faites l'enveloppe du bâtiment et puis avant ou après les travaux d'optimisation des systèmes. C'est un complément dans le même sens. En fait, oui, j'avais un peu une question dans le même sens. Donc, quels sont les outils aussi qui sont mis en place pour améliorer la performance énergétique des différents bâtiments et pour essayer de cibler les points les plus énergivores sur tel ou tel bâti construit? Est-ce que ça passe par des audits? Est-ce que ça passe par de l'appareillage? Est-ce que ça passe par des... Voilà, Alors du coup, au niveau de la réalisation, on va regarder les plus consommateurs. Et les plus consommateurs au niveau de l'enveloppe, on va regarder l'état. En fait, on a des bâtiments des années 60, pour certains ont encore leur fenêtre d'origine, ou des bâtiments des années 1870 qui ont pour certains aussi leur fenêtre d'origine. Donc voilà, on va vraiment prioriser en fonction de l'âge et de l'état de l'enveloppe, et surtout des fenêtres. On va commencer par là. Après, si on a typiquement l'opération botanique qui n'a pas démarré et qui officiellement n'existe pas vraiment encore, mais typiquement sur ce bâtiment, on va réfléchir à quelque chose d'ensemble. On est sur un bâtiment avec plusieurs rideaux, on ne va pas pouvoir juste péter les fenêtres. Enfin, voilà. Donc après, on adapte aussi en fonction de la fonctionnalité. Si on arrive à coupler la rénovation énergétique à une opération de plus d'importance où on a aussi un besoin fonctionnel, évidemment, on va tout coupler pour essayer de tout faire en même temps. Et ensuite, est-ce qu'on fait juste le couple ouvert aussi les systèmes? Là, c'est pareil, ça va dépendre de ce qu'on aurait fait déjà avant. Je prends l'exemple du Level, qui est où on a déjà fait des travaux intérieurs, on a déjà fait des rénovations, des mises en place de labos de recherche sans toucher aux façades et sans toucher aux fenêtres. Donc là, demain, à l'avenir, s'il faut faire quelque chose sur ce bâtiment, c'est les fenêtres. On le sait parce que c'est le dernier truc, on va dire, d'importance qui nous reste à faire sur le bâtiment. A contrario, sur la fac de droit, on a fait une rénovation énergétique, donc on a touché à la fois la partie clos couvert, mais on a aussi changé les systèmes de la CTA, changé le chauffage. Il n'y a pas... tout ça pour vous dire, on n'a pas de ligne directrice franche et tranchée. C'est vraiment de l'adaptation continuelle à l'état du bâtiment, aux besoins fonctionnels, à ce qui aurait été fait actuellement avant. Et pour la question d'outils, pardon, c'est de répondre aux trois questions. Alors on regarde les consommations, donc on a évidemment toutes les factures des fournisseurs qui nous arrivent et qu'on saisit, donc on voit année après année les bâtiments, l'évolution de nos consommations. Et on regarde aussi du coup, donc ça nous sert à voir quels sont les plus consommateurs. Mais après, souvent, on passe par une étude de faisabilité qui peut être menée, en effet. C'est arrivé il y a 10 ans par ce rapport. S'il vous plaît. En tant qu'ancien MP depuis très longtemps,
Je vais apporter un petit complément, parce que comme j'étais à l'origine de l'opération Campus, donc avec le président Beret, je me rappelle que l'opération Campus, c'est quelque chose qui a inclus l'ensemble du campus de Strasbourg au sens large, puisque l'INSA a pu bénéficier de l'opération Campus. Les acteurs de l'INSA ont pu savoir, le bâtiment d'architecture et des rénovations, en grande partie énergétique, en grande partie été utilisé par l'opération Campus. Et tant mieux, puisque c'est un bel acteur du campus. Le moment stratégique qui a été pris quand on a eu réponse à l'appel d'offres, ça a été justement, ce qu'a très bien souligné Alexia, même si elle n'était pas là à l'époque, elle était encore étudiante, c'était qu'on a choisi de rénover le campus vert. Et donc on a fait le paradoxe inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on finit par les VRD avec l'argent qui reste dans les fonds de tiroir. Nous on a commencé par ça. Et donc on a aménagé au milieu du campus vert. Et d'un point de vue politique, c'était assez habile, si je puis me permettre, puisque en fait tout le monde était touché, puisqu'on était quand même dans le petit traumatisme de la fusion des universités entre les méchants des sciences et les gentils des sciences humaines, etc. Enfin, tous ces melting pot étaient compliqués à l'époque. Maintenant c'est complètement digéré, mais donc voilà, donc on a fait ça. Et après, on avait vraiment ciblé à la fois des opérations qui sont entre guillemets rentables en termes d'énergie, donc des opérations dont on avait besoin, mais aussi en termes de fonctionnalité. Et l'exemple de la tour chimie, on était bien, on avait un tour que les services de sécurité nous appellent la tour infernale, il y avait quand même une idée de la chimie du 0 au 15e, d'accord. Et on a, grosso modo, un incendie tous les 2 ans ou 3 ans, un début d'incendie rapide. Donc on a priorisé ça, on a priorisé des opérations longues, comme le studio. Voilà les éléments qui vont au studio, parce que je me rappelle qu'il a fallu vider une bibliothèque, c'est énorme, combien de kilomètres de rayonnage, démolir la bibliothèque, puis reconstruire une belle bibliothèque. C'est compliqué, c'est long, ça s'inscrit dans le temps, long, d'où ma présence longue à la vice-présidence. Donc le choix était plutôt technique et aussi financier et aussi opérationnel, parce que même si Olivier Farcy-Morgat et Alexia sont des super romains, à un moment, il faut quand même qu'on ait les moyens qu'il faut, les moyens humains qu'il faut. Et donc, dans le temps, on a été obligé de décaler tout ça pour arriver à faire ces opérations. Donc, on a été très opportunistes. Voilà. Et je pense que grâce à vous et là, on a pas mal réussi. Merci. Merci beaucoup. Je suis malheureusement obligé d'arrêter cette partie-là, mais Alexia sera là pour 2 groupes de visite, donc vous allez la voir pour poser plus de questions et vous aurez également les autres acteurs. Merci beaucoup aux intervenants. Maintenant, on va se